Bonjour à tous, je suis Stéphane du service technique de Bluestream. Je suis basé à Madrid, mais je m'occupe également de la plupart des clients européens. Merci de votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Je sais que c'est un jour un peu spécial, un jour férié dans bon nombre de pays en francophone. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Je vais vérifier le chat rapidement. D'accord, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais juste vous donner un petit aperçu de ce que nous espérons apprendre aujourd'hui. Nous verrons quelques concepts basiques de diagnostic. Nous verrons également certains des problèmes et symptômes les plus courants que HDBST peut avoir et comment les résoudre. Et enfin, voir quelles seraient les étapes logiques à suivre dans le diagnostic et la résolution de problèmes. Donc, commençons. L'un de nos instincts naturels est parfois de commencer à courir trop rapidement dans n'importe quelle direction, de vouloir supprimer, voire de changer rapidement certaines choses ou d'en essayer de nouvelles. Tout ça pour voir si nous pouvons résoudre un problème le plus rapidement possible, mais sans vraiment parfois vouloir comprendre ce qui a été ou continue de l'être, la cause réelle de notre problème. Donc la clé d'un diagnostic efficace est d'abord d'éviter la panique, si possible. Plus facile à dire qu'à faire. Éviter de sauter à deux pieds joints dedans et sans y réfléchir, car parfois, quelques minutes de réflexion peuvent vous aider à prévoir toute une série d'actions spécifiques qui vous aideront ensuite à résoudre votre problème, mais d'une manière ici plus logique. Si le problème semble plus difficile à résoudre à première vue et nécessite donc plus de ressources et de temps, la deuxième étape pour le résoudre serait de collecter autant d'informations que possible, ce qui peut être d'une grande utilité, une grande aide également lorsqu'on communiquera notre problème à quelqu'un d'autre, comme par exemple notre service technique. Il serait donc recommandé de rassembler les points suivants, c'est-à-dire de connaître tous les détails des appareils dans cette même distribution de signal, si possible leur marque et leur modèle. Je sais, ça semble évident, mais parfois on a des installateurs qui ne connaissent pas le reste de l'installation, voire même certains qui ne connaissent à peine le matériel et technologies qu'ils doivent installer. Ensuite, récupérer le maximum d'informations possibles sur l'infrastructure, c'est-à-dire la distance et la catégorie de tous les câbles réseau et s'ils ont été qualifiés, voire mieux certifiés. Connaître également le type de tous les câbles HDMI. Vous savez qu'on parle de câbles type standard, high speed, premium ou certifié 18 Go, ainsi que rassembler toutes les distances, connaître toutes les distances de câbles, comme pour tout autre type de câble. On parle de câbles VGA, etc. Mais il est également important de prendre en compte tout type d'accessoires dans votre distribution, tels que le serait par exemple un patch panel, des plaques murales, un convertisseur de signal ou des prolongateurs. Également, connaître toutes les résolutions audio et vidéo en sortie de source, mais également la résolution maximum supportée sur chaque écran ou projecteur. Par résolution vidéo, d'ailleurs, nous entendons également la fréquence d'images par seconde, l'information de couleur, que l'on nomme en anglais le chroma subsampling, et si le HDR est activé ou non. Au final, ce qui est très efficace et très utile est de dessiner rapidement à la main un schéma pour reconfirmer toutes ces informations. Il peut être également utile de nous communiquer tout ce qui a été testé, quand cela a fonctionné ou quand cela n'a pas fonctionné. D'ailleurs, nous reconfirmer également quels tests ont été effectués. Également, en termes de contrôle, il peut être important de communiquer si vous utilisez une solution de contrôle, car celle-ci peut faire fonctionner votre système d'une manière spéciale. Conclusion, avec le maximum d'informations, il sera plus facile de comprendre l'installation actuelle, éventuellement, voire même directement la cause de votre problème. Par exemple, concernant un problème de configuration de système où on demande au signal de passer par trop nombreux dispositifs ou sur de trop longues distances, etc. Et sinon, au moins, ceci nous aidera, donc le fait de récompiler toutes ces informations nous aidera de toute façon à mieux guider notre diagnostic technique. La première étape pratique consiste à vérifier la compatibilité entre tous les appareils, c'est-à-dire leur format. On peut parler ici de résolution vidéo et audio.
si elles sont bien supportées entre tous ces appareils. On l'a dit précédemment, cela inclut également donc non seulement la résolution, mais également la fréquence d'images par seconde. On peut parler de 60 images par seconde, 30 images par seconde, etc. Également l'information de couleur, ce chroma subsampling qui peut être de 4 par 2 par 0 ou 4 par 4 par 4. On inclut également la profondeur de couleur qui par défaut est à 8 bits, mais pouvant monter à 10 voire 12 bits si l'on active HDR10 ou ce fameux Dolby Vision. Et surtout, dans le cas de travailler avec du 4K, vérifiez que tous les équipements de votre distribution, on va dire sur tous ces équipements, quel est le niveau HDCP de protection digitale contre les copies illégales. On parle de HDCP 1.4 ou également du 2.2 qui est requis pour du signal 4K encrypté. Dans certains cas, notamment en multi-room, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs moniteurs et pouvant regarder la même source, surtout si ces moniteurs sont de caractéristiques différentes, on peut être amené à devoir configurer, à placer une certaine configuration EDID sur l'équipement au milieu, comme le serait par exemple une matrice. Et éventuellement, dans ce cas-là, nous reconfirmer quelle configuration EDID aurait déjà été testée. Dans cette première partie de diagnostic, il peut être parfois utile de devoir vérifier directement la source sur l'écran pour vérifier donc ses compatibilités, on l'a dit, au niveau de la résolution, HDCP, HDR, etc. En fait, même si ce n'est pas fréquent, c'est justement là qu'on peut voir si nous avons d'anciens appareils 4K non HDCP 2.2 qui ne seraient donc pas compatibles avec d'autres appareils 4K plus modernes, c'est-à-dire supportant l'HDCP 2.2. Donc, un problème qui peut se poser ici, ce serait uniquement pour une toute petite différence au niveau de l'HDCP. Bien sûr, cela dépend des symptômes, mais il se peut que toutes ces caractéristiques soient les premières questions de base posées par le support technique. Dans cette diapositive, nous parlons d'incompatibilité, mais il se peut également que ce soit juste un câble mal connecté. Cela semble assez bête, mais il est souvent très rapide de pouvoir tous les reconnecter à nouveau, ce qui peut parfois donc même régler un problème de type handshake, cette fameuse négociation requise entre l'écran et la source. Ou il peut arriver que ce soit un câble connecté à l'envers, comme cela peut arriver par exemple avec un câble HDMI actif, ou que tout simplement le câble utilisé soit incorrect, par exemple un câble émetteur infrarouge au lieu d'un câble récepteur. Ou également, autre cas, il se peut que nous utilisions le mauvais connecteur, par exemple en confondant les ports de réception infrarouge avec ceux d'émission, ou d'utiliser le mauvais port HDMI sur un téléviseur, où par exemple un seul d'entre eux prendrait en charge le 4K avec l'HDCP 2.2, ou encore confondre les ports audio, où certains, donc vous le savez bien, normalement permettent d'embedder l'audio, alors que d'autres désembêdent l'audio. Par conséquent, certaines questions pourront vous paraître un peu stupides, mais toujours un avis externe peut parfois vous aider à localiser plus rapidement où est le problème. Autre point, et avant de déconnecter quoi que ce soit, il convient de vérifier d'abord que toutes les choses soient bien connectées et configurées comme elles devraient l'être, en s'appuyant par exemple sur le manuel de l'utilisateur de vos appareils pour vraiment être sûr que tout ce que nous faisons ou nous voulons faire est bien pris en charge et que toutes ces connexions comme configuration sont telles comme elles devraient l'être. Semblable à la compatibilité matérielle et aux fonctionnalités que nous venons de voir, il est également important de vous demander, et maintenant concernant l'HDBaseT, si tous les appareils HDBaseT sont compatibles et prennent en charge toutes les fonctionnalités HDBaseT que nous espérons avoir. Les signaux audio et vidéo ne sont généralement pas un problème, sauf éventuellement dans un certain cas où effectivement des résolutions 4K très élevées ne pourraient être supportées que par certains appareils HDBaseT, mais pas par tous forcément. Et par contre, un problème qui peut arriver un peu plus souvent, par exemple, c'est la non prise en charge de signaux de contrôle. Donc, on parle ici d'infrarouge, RS232, mais également des signaux de type USB. Donc, il convient de revérifier sur tous les appareils HDBaseT de votre distribution si ces fonctionnalités-là sont bien supportées, si c'est effectivement votre objectif de pouvoir les envoyer à une certaine distance. Nous pouvons également nous demander si notre équipement HDBaseT supporte toutes les mêmes distances maximum, ou du moins celles qui sont requises dans l'installation. Également, au niveau de l'alimentation électrique, si cette alimentation sur le lien HDBaseT est également prise en charge par tous les appareils HDBaseT. Très important aujourd'hui avec le 4K, savoir quelle est la bande passante maximale prise en charge dans chaque équipement HDBaseT. Il vous faut savoir que certains chipsets supportent jusqu'à 18 Go de bande passante, alors que d'autres chipsets HDBaseT peuvent ne supporter que jusqu'à 10,2 Go. Donc, comment savoir ce que supporte chaque produit?
Généralement, et sur les catalogues des fabricants, on ne donne pas le type de chipset installé, mais plutôt quelle est la résolution maximale supportée par l'appareil. Par exemple, on parle de 4K 60 4 par 4 par 4 pour du 18 Go de bande passante, qui est aujourd'hui le maximum. Ou alors, on va parler à un niveau inférieur, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 10,2 Go de bande passante, avec des résolutions 4K de type 4K 30 Hz, 4 par 4 par 4, ou ce qui serait le même également par du 4K 60 images par seconde, 4 par 2 par 0. Mais cela dépend également en parallèle si on a le HDR d'activer, car il ne faut pas oublier que lorsqu'on active l'HDR, ceci rajoute encore plus de poids à notre signal à distribuer, donc à sa bande passante finalement. Il y a aussi le fameux niveau de protection numérique HDCP, savoir quel est ce niveau-là installé sur chaque produit de notre distribution. Et il y a aussi donc la question de la compatibilité entre différentes marques d'équipements HDBaseT. Par exemple, ici à l'écran, si on a un signal HDBaseT qui vient par exemple depuis une matrice HDBaseT Bluestream et qui va vers cette entrée HDBaseT d'un projecteur Panasonic, on peut se demander si cela fonctionnera bien. Dans ce cas-là, oui, parce que bon, déjà Panasonic a créé sa propre formule HDBaseT ici qu'ils appellent le Digital Link, qui est basé sur la norme HDBaseT. Et d'une autre part, nous savons que cela fonctionne pour avoir fait des tests. Mais la garantie de compatibilité entre les différentes marques HDBaseT est à un autre niveau d'explication. En cas de doute, déjà, essayez d'avoir, si possible, dans la même distribution, la même marque de produits HDBaseT. Et sinon, si vous avez un doute, comme dans ce cas-là, lorsqu'on vient à mélanger différents produits, vous pouvez également nous le demander. La prochaine étape cruciale de tout processus de diagnostic consiste à identifier sur un système les pièces qui fonctionnent correctement. Donc, dans la mesure du possible, nous essaierons de vérifier individuellement chaque pièce de notre puzzle, de la source à l'écran, et pourquoi pas en commençant par les câbles, ce qui est le plus facile. Cette recommandation présente l'avantage de vérifier plus facilement un seul appareil dans une configuration minimale que ce même appareil dans toute sa configuration, son système beaucoup plus complexe. Donc, veuillez retirer tout simplement tout équipement supplémentaire, au moins pendant ces tests, pour être sûr de pouvoir, donc, je le répète, tester individuellement, si possible, chaque pièce de notre distribution. C'est ce qui va nous donner donc beaucoup plus de garantie que le produit en lui-même fonctionne bien. Et puis donc, toutes ces pièces vérifiées, comme je viens de le dire, vérifiées comme bonnes, nous serviront ensuite à tester d'autres parties du système pour nous aider à mieux identifier la cause de notre problème. Parfois, il est très facile d'ailleurs de supposer qu'un câble HDMI fonctionne parce qu'il est neuf ou qu'un port HDMI sur un téléviseur fonctionne, mais sommes-nous-en vraiment sûrs à 100%? En fait, chaque chose doit être vérifiée et testée, de sorte qu'elles seront alors par la suite des pièces fiables avec lesquelles nous pourrons travailler plus tard, par exemple, pour devoir vérifier d'autres parties de notre installation, par exemple un récepteur AVR. Cela semble évident également, mais il vaut mieux le répéter. Changer seulement une chose à la fois. Si le problème n'est pas résolu, nous le modifions à nouveau comme il l'était avant. Nous retirons donc le changement opéré. Et c'est là que, normalement, nous allons utiliser toutes nos bonnes pièces dont nous avons parlé auparavant, c'est-à-dire ces bonnes pièces précédemment vérifiées qui nous seront utiles. Par exemple, lorsque vous changez un appareil ou un câble, assurez-vous toujours de le remplacer par un autre qui fonctionne. Rien de pire que d'ajouter plus de problèmes ou d'autres variables à notre situation. Donc, vous avez jusqu'ici réuni de bonnes bases à notre diagnostic, c'est-à-dire, pour récompiler rapidement, on a toute l'information de notre système, on a le maximum de connexions et spécifications vérifiées et approuvées, suivant tous les guides d'utilisateurs, etc. Et finalement, également, c'est ce qu'on vient de dire, on a un maximum d'appareils et de câbles qui semblent être fiables. Donc, également, nous venons de dire qu'il faut changer une seule chose à la fois, mais avec laquelle commencer et ensuite quel processus d'élimination suivre. Tout d'abord, l'échange de câbles HDMI est généralement rapide et facile. On peut également reconfirmer si notre problème apparaît, quelle que soit la source utilisée, c'est-à-dire on peut tester très bien avec un ordinateur portable, ensuite un PC, voire un reproducteur. D'ailleurs, si possible, au moins pendant ces tests, évitez le 4K pour éviter d'ajouter encore plus de problèmes, des problèmes de type de bande passante, d'HDCP, etc.
Et de même, donc, de l'autre côté de la distribution, on peut vérifier très rapidement si le problème persiste en essayant une autre sortie, c'est-à-dire soit un autre téléviseur, soit un projecteur, ou également, si possible, au moins si on n'a qu'un seul de téléviseur sous la main, essayer un autre connecteur HDMI sur ce même téléviseur. Bluestream vérifie généralement une grande partie de son matériel avant de l'envoyer. Cependant, comme pour tout autre appareil dans notre installation, ne supposez jamais qu'il va bien jusqu'à qu'il soit 100% démontré. Donc, pour ceci, si vous avez plusieurs modèles d'appareils HDBaseT identiques, profitez-en pour échanger celui de votre installation avec un autre. N'hésitez pas à tester d'autres entrées, d'autres sorties, s'il y en a plusieurs sur vos appareils HDBaseT. Également, si vous avez plusieurs récepteurs HDBaseT, essayez-en, il faut en essayer un autre, tout simplement, si besoin est. D'ailleurs, si nous avons vérifié que telle ou telle distribution HDBaseT fonctionne parfaitement dans notre système, nous pouvons en profiter pour l'utiliser, pour vérifier d'autres entrées ou sorties d'une matrice, par exemple. Donc, tout ceci peut vous paraître évident, mais lorsqu'on nous appelle, ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire c'est un autre scénario. La même logique s'applique logiquement pour tout ce qui est appareil HDMI, dans la même installation. Donc, n'oubliez pas de tester, d'essayer différents connecteurs HDMI, que ce soit en entrée, en sortie, etc. C'est vrai qu'ici, on n'a aucun problème concret. On ne peut pas rentrer dans tel ou tel diagnostic précis. Ici, on donne des indications de type général, mais c'est des indications des fois qui sont parfois oubliées rapidement par certaines personnes qui viennent à nous appeler. Donc, c'est vrai que là, on tire un peu dans tous les sens, hein. On essaie de donner un peu le maximum de recommandations. Et également, n'oubliez pas que les problèmes de câbles réseau ne sont pas si rares, c'est ce que nous verrons à peine plus loin. Donc, tout au long de votre diagnostic, il peut être très important que pour chaque étape, chaque test, vous notiez son résultat. Donc ça, c'est assez important donc, de bien noter sur une feuille, par exemple, qu'est-ce qui a été fait, quel changement a été opéré et quel résultat on a eu. On revient en arrière, si ceci n'a pas résolu le problème, on peut faire un autre test et de nouveau, on le note sur un papier. Comme ça évite d'avoir de la confusion le jour où vous devez décrire tout ce que vous aviez fait. Donc, au fil du temps et avec plus d'expérience, vous saurez en fonction des symptômes où commencer au mieux donc, ce diagnostic, quel est le processus d'élimination à suivre, etc. D'ailleurs, pour vous aider, la plupart de nos produits Bluestream disposent de LED de couleur qui peuvent vous donner donc, une information normalement assez fiable sur l'état de votre signal. Si par exemple la LED est fixe, cela donc, signifie que le signal est bon. Par contre, si la LED clignote, cela indique normalement un signal instable. Donc, ça peut être un câble un peu défectueux ou une mauvaise connexion au niveau du connecteur, etc. Ou même peut-être un câble trop long. Et si, par exemple, la LED est carrément éteinte, donc là, il n'y a aucun signal malheureusement détecté. Donc, si nous devons ensuite inspecter notre système encore plus en détail, nous commencerons par le câblage. D'ailleurs, ça peut être même, on va dire, la première chose à vérifier, car c'est bien là qu'apparaissent le bon nombre de problèmes dans l'HDBaseT. Tout peut venir de là, du fameux câble. Donc, tout d'abord, nombreuses peuvent être déjà les différences entre deux câbles, même s'ils sont de la même catégorie, tout simplement puisque chaque fabricant poursuit leurs recherches afin d'optimiser les paramètres techniques. Déjà, en parlant du matériel utilisé, pour le câble conducteur, qui peut être donc, de différents types de cuivre. Ensuite, on peut également avoir des différences au niveau de la qualité de l'isolant, du blindage, des soudures, etc. Donc, c'est pour ça qu'on recommande non seulement des câbles généralement de haute catégorie, mais également, on parle bien de bonne qualité. Il existe différents niveaux de vérification des câbles réseau. Le premier et le plus fondamental de tous est de vérifier l'emplacement correct des fils à l'intérieur des deux connecteurs de notre câble avec, vous le savez bien, cet outil de base de 8 LED très économique que nous connaissons tous. C'est effectivement un bon début, mais bien loin de tous les autres testeurs de câbles plus professionnels et plus efficaces pour réellement revérifier les performances du câble en entier. C'est-à-dire pas uniquement les deux petits connecteurs, mais également en prenant en compte tout le câble entre ces deux connecteurs et qui nous donne donc par conséquent une bien meilleure indication que notre câble va fonctionner parfaitement pour un lien HDBaseT, même s'il ne s'agit pas en soi d'un véritable test HDBaseT. D'ailleurs, HDBaseT est une technologie très tolérante, c'est pourquoi nous l'aimons tellement. Par exemple, il peut arriver que vous installiez un câble quelque part mal fait ou de très mauvaise qualité, que vous obteniez toujours un résultat même avec celui-ci.
Mais attention, au jour d'aujourd'hui, avec un signal numérique qui est de plus en plus sur le fil du rasoir, où on peut envoyer effectivement de plus en plus de haute résolution, mais également de nombreux signaux dans cette même liaison HDBaseT. Vous le savez bien, on peut envoyer de l'audio, on peut envoyer du contrôle, on peut envoyer la source de l'alimentation électrique, de l'Ethernet, etc. Donc, c'est là qu'on parle d'une large bande passante, donc nécessaire à distribuer. Donc, parfois, ils vont donc mieux reconsidérer vos câbles pour qu'ils puissent bien fonctionner comme prévu. Donc, la meilleure pratique dans un système HDBaseT serait d'avoir une seule tirée de câble HDBaseT d'un côté à l'autre. Également, dans la mesure du possible, éviter donc tout ce qui est plaques murales, prolongateurs réseau, les patch panels, bref, tout ce qui peut couper votre signal et donc affecter l'intégrité du signal. Essayez donc toujours d'avoir un câble réseau aussi direct possible de l'émetteur au récepteur. Par exemple, vous pouvez remplacer les plaques murales classiques avec des connecteurs par une plaque murale type balai passe-câble avec ces petits poils. Donc, également, au niveau de câble, au niveau du blindage, un câble blindé permet des transferts de données à des débits plus importants et sur des distances plus grandes, mais il sera plus difficile de l'installer car ils sont généralement plus gros et plus lourds. Pour tout ce qui est blindage d'ailleurs, ou même raccord à la terre, il est recommandé d'appliquer les meilleures recommandations professionnelles. Le chemin du câblage aide évidemment à prévenir les problèmes d'interférence, donc tout en restant à l'écart des sources de bruit, telles que pourraient l'être des éclairages fluorescents, les alimentations électriques, les bases Wi-Fi ou radiofréquences, les gros appareils électriques, etc. D'ailleurs, je suis actuellement basé en Espagne. On sait qu'on a des bases, on a des sources de bruit temporelles, dans le sens où, par exemple, des climatisateurs viennent à être utilisés pendant l'été. Donc, c'est là qu'on peut rencontrer également plus de problèmes de ce type-là, de type interférence. Également, il est recommandé donc de remplacer les patch cords préfabriqués, par exemple présents dans nos racks, par d'autres que nous pouvons fabriquer nous-mêmes à partir du même rouleau de câbles que nous utilisons pour fabriquer nos câbles installés dans le système. Ces nouveaux câbles de connexion seront donc composés de cuivre massif, qui est meilleur donc pour le signal. Il peut être nécessaire également de devoir réterminer à nouveau certains câbles, d'où l'importance, une nouvelle fois, de pouvoir compter sur un testeur de câbles qui peut toujours nous montrer si on doit corriger tel ou tel câble. Tout au long de notre diagnostic, restez toujours déjà sur une résolution vidéo normale. On l'a dit, évitez le 4K, mettez du 1080p au maximum et sans HDR. Donc, c'est pour ceci, au moins durant les tests, pour éviter de rajouter trop de variables, de bande passante, d'HDCP, etc. D'ailleurs, si en rabaissant votre résolution, votre problème se résout, donc c'est là qu'on peut en déduire qu'il y avait tout simplement un problème de bande passante non supporté par certains câbles ou certains appareils de votre distribution. N'oubliez pas non plus que les distances maximum dépendent de la résolution du signal qu'on envoie. S'il y a un blindage dans un câble réseau, il doit être continu et connecté à la terre, au moins d'un côté du câble, car sinon il se peut qu'une haute tension se crée à l'intérieur du blindage lui-même, ce qui peut agir par conséquent en effet inverse, c'est-à-dire qu'il génère du bruit, alors qu'il est censé vous protéger de ce bruit-là externe. Mais là, à l'intérieur du câble, on peut avoir un bruit virtuel qui se crée, ou un bruit qui se crée virtuellement, on va dire, donc pouvant être amené ou pouvant affecter finalement ce signal. Donc, il est très important de pouvoir l'évacuer vers la Terre, car la Terre, comme vous le savez, c'est la meilleure masse commune pour évacuer tout type de perturbation de ce type-là. Donc déjà, cela implique que le blindage du câble soit connecté électriquement au connecteur RJ45, mais également à tout ce qui vient après, c'est-à-dire patch panel, patch cord ou tout autre équipement de la même distribution. Donc, que tout ceci soit également blindé et raccordé à la terre. Et si lors du montage des connecteurs sur le câble, il reste beaucoup de feuilles de blindage, il est préférable donc de ne pas l'enrouler en forme de queue de cochon, ce qu'on appelle ici en anglais le pigtail, car ceci peut devenir une source éventuelle de bruit. Voilà.
La façon de poser les câbles est très importante car quand le signal quitte le premier appareil HDBaseT, il est à son plus haut niveau. Donc tout problème créé à ce stade continuera avec le signal et ce jusqu'à la fin, tout au long du câble donc. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'un bruit soit injecté dans le signal depuis le câblage voisin. C'est ce qu'on appelle peut-être, comme vous le savez en anglais, le crosstalk. Les bonnes pratiques d'installation sont donc très importantes pour avoir un impact positif sur chaque câble réseau et donc éviter ce crosstalk lorsqu'il y a beaucoup de câbles et de plus est s'ils sont de qualité et de catégorie inférieure. Donc, Bluestream suggère ce qui suit. Déjà, pendant les 20 premiers mètres, essayez de ne pas trop peigner vos câbles, gardez-les un petit peu en désordre, car cela vous aidera à réduire le bruit éventuel qui peut donc être induit depuis les câbles adjacents. Et bien sûr, gardez toujours vos câbles d'alimentation bien séparés des câbles HDBaseT. On ne le répète jamais assez. Ne jamais serrer les attaches de câbles qui exercent donc une pression néfaste sur le câble, ce qui peut créer donc finalement des incohérences et affecter les performances globales de votre signal. Maintenez-les pas trop serrés. D'ailleurs, on devrait même pouvoir faire y passer le petit doigt à l'intérieur. Au lieu des brides qu'on utilise généralement, vous pouvez très bien utiliser du velcro, par exemple. Avec du velcro, donc on a beaucoup moins de probabilité à écraser nos câbles. D'ailleurs, en écrasant les câbles, voilà, même en marchant dessus, donc évitez ceci et traitez-les comme vos meilleurs amis, car finalement, on oublie rapidement que tout dépend d'eux dans notre installation. Également, ne pas trop remplir les conduits qui comportent le câblage. Donc, la recommandation pour le câblage HDBaseT est de ne pas remplir à plus de 40% du conduit total. Donc, ça va peut-être en faire sourire plus d'un. Sachez que toutes ces recommandations seront plus ou moins importantes en fonction, si vous choisissez, je le répète, des câbles de qualité d'une certaine catégorie, voire blindés, suivant les installations. Il existe bon nombre d'outils pour tester votre câblage réseau. Certains seront bien sûr beaucoup plus chers que d'autres, mais investir dans un testeur professionnel en vaut vraiment la peine si vous travaillez souvent en installation, oui, avec des câbles que vous devez monter ou qui seront déjà présents sur place. Tout simplement ce type de testeur professionnel vous aidera à détecter dès la première seconde s'il y a un problème avec votre câble. Et ceci même avant de l'installer. Et ce qui est important, même après son installation. Et surtout, en fait, il vous l'indiquera bien avant que ce soit finalement le client final qui doive vous annoncer que quelque chose ne fonctionne pas. Donc finalement, cet appareil peut vous faire économiser du temps et de l'argent au lieu de devoir retourner demain sur une installation pour y résoudre des problèmes que vous auriez pu éviter dès le début. Il existe des outils de qualification comme ce câble IQ Qualification Tester à l'écran de la marque Fluke. La qualification d'un câble n'est pas aussi professionnelle que la certification avec ses documents officiels pour garantir officiellement donc l'installation, mais cela vous permet déjà beaucoup plus qu'une simple vérification de base, par exemple avec ces appareils très bon marché de continuité, enfin de test de continuité avec 8 LED. Par exemple, ces testeurs de câblage permettent bien sûr de vérifier le schéma de câblage, mais surtout de qualifier notre infrastructure, c'est-à-dire de mesurer la capacité du réseau, de vérifier sa bande passante réelle. Donc, c'est ce qui va nous aider à garantir alors que le câble en question est a priori le suffisamment performant pour supporter la distribution de votre signal de tel ou tel volume de données. Donc, on l'a dit, en fonction de la résolution, mais également s'il y a de l'HDR, etc. Mais aussi, il nous aide à reconfirmer la longueur du câble, ce qui peut être utile de connaître, par exemple, si des câbles étaient déjà existants dans une installation. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver sur site, de devoir installer une matrice ou n'importe quel autre produit et de ne pas savoir finalement quelle est la longueur du câble derrière. Également, surtout, c'est ce qu'on a indiqué auparavant, quel est le rendement du câble en lui-même. Donc, ce type de testeur, ce type d'appareil peut nous indiquer donc également la distance jusqu'à la panne. Et s'il y a des ouvertures, des courts-circuits, s'il y a un problème de diaphonie ou de bruit, il peut même reconfirmer s'il y a une alimentation PoE, ce qui est supporté sur ce câble. Donc, quoi qu'il en soit, bien qu'il ne soit pas un véritable testeur pour HDBaseT, il servira déjà de très bon indicateur pour savoir si un câble est correctement adapté pour votre distribution donc de signal HDBaseT.
Et si besoin est, il existe également des outils spécifiques pour l'HDBaseT, par exemple ici à l'écran de la marque MS Pro ou Smart A, donc spécialement conçus pour garantir une véritable distribution de signal sur HDBaseT. Si vous ne l'avez pas de souci, la plupart des problèmes peuvent être résolus en travaillant déjà avec tous ces concepts de base dont nous avons parlé jusqu'à présent. Autre aspect à vérifier parfois, c'est si sur vos appareils, donc là, vous disposez par exemple, comme ici sur ce produit Bluestream, d'une gestion avancée des EDID. Donc c'est ce qui peut vous, aider à résoudre d'éventuels problèmes EDID entre la source et la sortie. Donc, comme vous le voyez ici, la plupart de nos appareils permettent de le faire déjà avec cette solution type manuel, donc avec ces deep switch qu'on appelle en anglais, et qui nous permettent de, suivant telle ou telle configuration donnée, de donner telle ou telle résolution audio et vidéo. Mais il est également possible de donner une configuration EDID à une entrée spécifique, soit depuis la télécommande de la matrice, par exemple, soit par commande RS-232 ou TCP/IP, voire même depuis le Web GUI, s'il est disponible sur la matrice. Et si besoin est, il est même possible de charger une EDID customisée dans l'appareil, si l'EDID en question n'est pas supporté dans toute la liste de ce que nous avons déjà dans nos produits. Deuxième point, réduisez au maximum les convertisseurs de signaux qui passent donc, dans votre signal, enfin, d'un type a qui on va réduire donc au maximum les convertisseurs de signaux, parce que, à chaque fois donc, ceci vient affecter l'intégrité du signal lorsqu'on vient à convertir le type de signal à un autre. Par exemple, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on sort d'une source, si on sort par exemple en DVI pour passer ensuite en HDMI, ensuite en HDBaseT, on revient de nouveau en HDMI pour être reconverti de nouveau en HDBaseT, de nouveau en HDMI. Vous voyez bien, donc ceci jusqu'à l'écran. Un autre problème rare, mais qui peut se produire, est ce qu'on appelle le clock stretching, dont le symptôme est une image qui va et vient sur l'écran ou même aucune image. Mais attention, vous le savez bien ou vous vous en doutez, tous ces symptômes ne sont pas forcément liés au clock stretching, loin de là. En fait, quand on parle de clock stretching, c'est un problème qui peut arriver car le signal envoyé doit s'étirer, le stretch en anglais. Donc pourquoi il s'étire? Parce qu'il doit s'étirer entre différentes fréquences de chipset HDMI et HDBaseT, ce qui peut allonger parfois le temps de négociation au-delà du temps requis. Cette fameuse négociation, ou le handshake en anglais, requise entre le moniteur et la source. D'ailleurs, c'est un requis de temps ou un requis sur le temps encore plus court depuis que nous sommes passés en HDCP 2.2. Bref, si tel est le cas, de toute façon, on peut vous aider à résoudre ce type de problème en plaçant un répéteur HDMI juste avant le moniteur. Donc, chez Bluestream, nous avons quelques petits produits qui disposent, enfin, qui permettent de faire certaines choses, dont résoudre ce type de situation. Donc, pour résumer, rappelez-vous donc ces règles générales ici à l'écran. Essayez de rester calme, évitez de tout changer dans tous les sens. Et si besoin est, par la suite, euh, donc, rassembler au maximum les informations de votre système, en profiter pour revoir, reconfirmer les limitations de tous les appareils et leur compatibilité. Donc, on a parlé de résolution, de distance, etc. Identifiez surtout dans votre installation le maximum de bonnes pièces et ne changez qu'une seule chose à la fois. Et notez donc pour chaque test la modification effectuée et son résultat. Si possible, suivre un processus d'élimination logique qui vous rapprochera donc de plus en plus à la cause de votre problème. Et si tout ceci vous paraît un petit peu compliqué ou même si après de bons nombres efforts, ceci n'est pas réglé, vous pouvez toujours effectivement rappeler votre revendeur, distributeur, ou voire même nous-mêmes, l'équipe de Bluestream. On sera toujours de l'autre côté du téléphone ou également contactable par email donc pour pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter quand vous en avez besoin. Et ceci est valable également avant l'installation, c'est-à-dire même en pré-vente. C'est-à-dire, on préfère beaucoup plus parfois prévenir que d'éteindre l'incendie. Quand tout est installé, tout a été acheté dans une certaine manière qu'on n'aurait pas forcément validée. Donc, on est toujours disponible pour vous apporter notre point de vue. On n'oblige personne à faire telle ou telle installation, mais un point de vue externe est toujours bon à prendre en compte. Donc, n'oubliez pas non plus que tous les problèmes ne sont pas que des problèmes matériels, car donc, comme on vient de le dire, il peut y avoir également des problèmes de type configuration de système, ou lorsqu'on le conçoit trop lourd, avec trop d'appareils accumulés, de connexions, de distances, de variables, etc., on peut arriver à certains petits problèmes.
Donc, sur notre site web bluestream.co.uk, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos produits actuellement disponibles, également dans notre catalogue où là-bas, vous retrouverez ceux qui le sont, également les nouveaux produits, mais ceux qui le seront prochainement. Depuis chaque produit en ligne, vous pouvez avoir accès d'ailleurs ici, vous le voyez bien sur cette copie d'écran de notre site web, sur chaque produit en ligne, vous pourrez avoir également un accès à un Dropbox où vous pouvez retrouver toutes sortes de ressources techniques. Donc, on parle de manuels de produits, mais également tout ce qui est en termes de commandes, de firmware, donc les commandes pour RS232, TCP/IP, également comment se connecter en connexion sérielle, en connexion réseau, etc. Comment utiliser le Web GUI, et j'en passe. Donc, merci donc pour votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ce séminaire web utile et que vous nous rejoindrez pour d'autres futurs webinaires. Je vais vous envoyer un petit sondage très rapide ici à l'écran de 4 questions pour tester un peu votre retour sur ce webinaire. Vous pouvez utiliser la question de questions-réponses, le chat. J'essaierai de répondre à vos questions. Également, vous pouvez m'écrire sur mon email ici présent, stéphane@bluestream.co.uk. Donc, si vous avez quelques questions, on va laisser ce webinaire ouvert encore quelques minutes. Sinon, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne journée, très bon week-end de Pâques et puis sûrement à d'autres webinaires. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais réviser un petit peu le chat. Appareil de mesure câble 4 avancé. Quelles caractéristiques mesurables sont conseillées et utiles pour nos projets? Quelles caractéristiques mesurables sont conseillées et utiles pour nos projets? Moi, je pense que le point, quand on parle d'appareil testeur professionnel, le point le plus… Bon, on sait très bien, il y a déjà la bonne disposition donc des petits conducteurs à l'intérieur des connecteurs. Ça, c'est le point le plus basique possible. Mais après, ce qui, nous, en termes de distribution de signal et au jour d'aujourd'hui dans notre domaine, en envoyant donc de hauts signaux, de haute résolution vidéo, c'est-à-dire qui prennent beaucoup de poids, il est très important que notre câble soit capable de répondre qu'il ait un rendement confirmé pour supporter ce poids de notre signal. Donc, c'est ça, en fait, au niveau d'un testeur de câble, à mon avis, c'est la première caractéristique la plus importante à prendre en compte. Donc, que notre câble supporte effectivement ce poids de signal à distribuer. Clock stretching, comment éviter? Clock stretching, je l'ai dit, hein, c'est très rare. Il se peut qu'on arrive sur ce type de situation. Comment l'éviter? En fait, on l'a mis en relation surtout avec le temps qui est requis dans ce handshake, donc cette négociation entre la source et l'écran. Donc, généralement, qu'on parle de clock stretching ou non, déjà pour éviter ce clock stretching comme d'autres problèmes, c'est d'avoir sa distribution le plus simple possible. Donc, on l'a bien dit, éviter de rajouter trop d'équipements entre la source et l'écran, trop de conversion de signal, trop de distance. Tout ceci rajoute du poids, rajoute des difficultés à notre signal quand il doit passer par un patch panel pour être reconverti à un autre type de signal, repasser par peut-être différents types de chipsets, etc. Donc, à moins d'équipements, mieux ce sera. Donc, souvent, parfois, on essaie de regarder que le prix, c'est-à-dire, je sais que je peux faire cette distribution de cette manière-là en utilisant un distributeur, un sélecteur, des extenseurs. Donc, ça nous fait beaucoup d'équipements. Alors qu'une simple matrice, des fois, nous permet de faire tout ceci, c'est-à-dire en ayant un seul équipement qui sera peut-être plus cher, effectivement, mais au moins un seul équipement qui pourra faire à la fois envoyer des signaux à longue distance, envoyer déjà du LHDBST, permettre toutes ces fonctions de routage, donc distributeur sélecteur. Donc parfois, c'est pour ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, autant avoir une consultation en pré-vente déjà pour savoir quel est notre point de vue, surtout si on vient à prévoir énormément d'équipements enchaînés les uns derrière les autres, ce qui est de loin donc le plus recommandable. Et si besoin est, si réellement nous on détecte un problème de clock stretching, c'est là qu'on rajoute un petit dispositif qui est un petit dispositif audio qui a un chipset HDMI d'entrée et de sortie et qui permet de récupérer le signal, de lui redonner sa puissance maximum et de le faire fonctionner surtout en mode répéteur, c'est-à-dire il fera d'une manière indépendante vers l'écran une négociation et de manière indépendante le reste de la négociation vers la source.
Je continue de lire. Parfait. Quels sont vos outils de test SVP? Sans problème, demandez-moi s'il vous plaît par écrit à toutes les personnes qui veulent avoir un peu plus d'informations sur les outils de test, on parlait de tests de câbles et les testeurs professionnels. Je peux vous redonner donc certains exemples. D'ailleurs, en anglais comme en espagnol, on a également un webinaire qui est prévu sur les câbles. Donc, c'est là qu'on reparle effectivement des câbles et des testeurs où on donne certains modèles. Donc, on verra si par la suite on fera ce webinaire également en français. Mais d'ores et déjà, si vous m'écrivez sur mon email, je peux déjà vous répondre plus précisément. Donc là, vous aurez le temps d'avoir les modèles et ensuite de vérifier en ligne, on va dire sur Internet, quelle prestation vous donne tel ou tel testeur. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'il puisse vous confirmer que votre câble est bon et qu'il supporte telle bande passante. Ça, ce sera déjà le maximum. Donc, écrivez-moi pour tout ce qui est partage d'informations, etc. Donc, je pourrais effectivement, que ce soit la présentation également, je pourrais vous la renvoyer par email, il n'y a aucun problème. Tout simplement, écrivez-moi par email. Le rappel, sur le 4 par 4 par 4, 4 par 4 par 0, donc le 4 par 4 par 0, je ne l'ai jamais trop vu, mais c'est vrai que généralement, on parle souvent de différents, formats de chroma subsampling quand on vient à donner les caractéristiques maximum supportées par un écran, donc d'une matrice, d'un produit. Donc, on vient à parler de sa résolution, on peut dire du 1080p, du 4K, en combien d'images par seconde, souvent on le monte au maximum, 60 images, et ensuite vient ce terme un peu barbare, donc le chroma subsampling, qui est le taux, on l'appelle souvent en anglais chroma subsampling. En fait, il s'agit effectivement de ces formats-là. Donc, le format maximum, c'est le 4 par 4 par 4. Sinon, on retrouve du 4 par 2 par 0, voire entre les deux, des fois, dans certains cas, du 4 par 2 par 2. Mais bon, pour vous dire qu'effectivement, ça, c'est une information de couleur, c'est-à-dire on laissera toujours passer le maximum d'informations de luminosité, c'est ce premier chiffre, le 4, et les deux autres cartes qui viennent derrière, ou un 2 ou un 0, c'est juste pour dire si on envoie le maximum d'informations de couleur ou la moitié. Et ceci, on se réfère aux composants chromatiques, le bleu, le rouge, et savoir si on l'envoie un pixel sur deux de votre écran, mais également sur une ligne sur deux, c'est-à-dire à moins de valeur dans ce format-là, le 4 par 4 par 4, si on descend sur un 4 par 2 par 0, il faut comprendre le concept comme quoi on enverra moins d'informations de couleur, donc soit un pixel sur deux, soit une ligne sur deux dans votre écran. Donc, ce qui donne finalement au résultat, c'était le résultat recherché, c'est-à-dire moins de bande passante, moins de poids. Donc, c'est ce qui nous permet de réduire le poids du signal à distribuer. Le 4, toute cette explication, si ce n'est pas très clair, je peux vous le reconfirmer également par écrit avec une petite diapositive, vous allez peut-être mieux le comprendre. Voilà. On parle de testeurs, qualificateurs, certificateurs. Et effectivement, c'est tout ce qu'on explique là dans un autre webinaire. Donc, vous l'avez déjà en français, pardon, excusez-moi, en espagnol et en anglais. Donc, on a un webinaire spécifique sur les câbles CAT où on parle un peu plus spécifiquement donc, de tout ce qui est testeur, qualificateur, certificateur. Le produit le plus professionnel, ce serait déjà le testeur pour certification. Donc, c'est là qu'il est apte à pouvoir donner sur un papier presque de manière légale, donc, enfin, ça l'est même d'une manière légale et officielle, répondant à des normes universelles dans ce monde-là, effectivement, que ça supporte telle ou telle fonctionnalité, ça a été testé sous tous les angles. Donc là, c'est vraiment mis sur le papier, certifié, avec tampon pour donner vraiment une valeur légale à l'installation. Donc là, il n'y a aucun doute. Après, on a ici, lors de ce webinaire, on a plutôt fait référence à des qualificateurs comme ce modèle de Fluke que je vous ai montré. Donc là, c'est quand même pour vérifier rapidement en arrivant sur site, soit avec vos câbles que vous allez monter, soit avec des câbles qui étaient déjà présents. Si le câble il fait telle longueur, si le câble il fait tel rendement, c'est-à-dire si on peut lui envoyer tel ou tel signal dedans, si éventuellement certains petits problèmes peuvent être détectés, donc on peut même savoir à quelle distance et détecter la faille et d'autres petites choses. Donc là, c'est également un produit
professionnel, bien au-delà du fameux petit testeur de schéma de connectivité avec 8 LED, où juste là, on vérifie que les conducteurs sont bien installés dans nos connecteurs de câbles. Mais il ne va pas du tout regarder le rendement du câble entre ces deux connecteurs. Donc là, c'est vrai qu'on a ce qualificateur entre le produit basique et le produit le plus professionnel, donc le certificateur. Ça fait beaucoup de questions là-dessus. De toute façon, redonnez-moi vos questions également par email. Peut-être je vais pouvoir mieux y répondre plus précisément. Quel est le type de câble recommandé pour l'HDBaseT? Oui, c'est vrai qu'ici, on ne l'a peut-être pas annoncé. HDBaseT fonctionne par défaut sur du câble catégorie 5E au minimum. Donc, ceci suite à des tests faits en laboratoire, loin de tout ce qui est, on va dire, d'une installation réelle, avec tous les types d'interférences, etc. Mais cependant, même en installation réelle, du 4.5e devrait fonctionner. Nous-mêmes, chez Bluestream, on recommande, et vous le comprenez, au jour d'aujourd'hui, on recommande, quelle que soit la marque, le fabricant, donc du câble catégorie 6. Donc là, c'est un câble qui se défend mieux contre les interférences, qui est beaucoup plus fiable. Même les conducteurs sont à peine plus gros. Enfin bref, le 4.6 est le recommandable pour de l'HDBaseT, même si officiellement l'HDBaseT fonctionne à partir du catégorie 5E. Voilà. On doit bien créer un réseau de câblage différent du réseau Internet existant chez le client. Oui, là c'est vrai qu'on parle ici dans un contexte de distribution de signal pour tout type d'installation AV, c'est-à-dire audiovisuel. Donc, généralement, là, on est quand même sur du câble. C'est vrai que l'avantage de l'HDBaseT, c'est de ne pas nécessiter un câble spécifique, cher, complexe. Non, on parle dans les deux cas, qu'on parle d'un réseau Internet ou d'une distribution de signal HDBaseT, on parle dans les deux cas du même câble RJ45, catégorie 6 par exemple. C'est le même câble. La différence, c'est que, par exemple, HDBaseT, lui, a une certaine technologie grâce à ses chipsets embarqués dans ses produits où il va nous permettre d'envoyer beaucoup plus de signaux dans ce même câble réseau. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'envoyer de l'audio, de la vidéo, mais également du contrôle. Comme vous le savez bien, sur la plupart de nos produits, nous, on supporte par défaut déjà ce contrôle infrarouge et RS232 bidirectionnel. On parle également d'envoyer de l'alimentation électrique, c'est-à-dire qu'une matrice ou un émetteur peut alimenter un récepteur qui n'aura pas besoin d'être alimenté de manière locale. On peut également envoyer de l'Ethernet. C'est là qu'effectivement, on peut récupérer l'Ethernet d'une manière externe à la matrice. On a des fois, sur certains produits, on a un petit port Ethernet comme un switch qui permet de récupérer Ethernet et de le redistribuer sur un réseau HDBaseT pour ensuite le faire parvenir, par exemple, à des récepteurs où on aurait une sortie Ethernet pour alimenter, donc, enfin, pour donner de l'Ethernet à des dispositifs externes, comme le sont, au jour d'aujourd'hui, le plus souvent, donc maintenant, des téléviseurs qui ont besoin d'une connexion Ethernet. Sur ce même lien HDBaseT, on peut également envoyer donc, de l'USB. Donc, c'est un peu ce qu'ils appellent dans le monde de l'HDBaseT, ils l'appellent en anglais le 5-play. 5-play, donc le 5 jeux. Donc, c'est pour dire que dans un seul câble, on peut envoyer beaucoup de signaux. Donc, en fait, c'est pour contrer tout ce que nous avions auparavant dans le passé. Dans le passé, nous avions un câble par signal. De plus est, chaque signal, en fonction de technologie, était limité en distance. Alors maintenant, en ayant un seul câble HDBaseT, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. C'est-à-dire on n'a qu'un seul câble au lieu d'en avoir plusieurs. Et en plus, on permet d'envoyer tous ces signaux-là à de longues distances. On peut parler de 100 mètres. On a même un kit émetteur-récepteur maintenant HDBaseT chez Bluestream de 150 mètres en 1080p. Donc, ça nous permet d'envoyer quand même des signaux type USB, infrarouge, bien au-delà de ce qu'il pourrait le faire par spécification. Donc, l'HDBaseT a quand même un énorme atout. Après, quand on parle de compatibilité entre différents produits HDBaseT, c'est vrai qu'il existe une page web de l'hdbast.org, si je m'en rappelle bien, et c'est là-dessus où on retrouve non seulement tous les membres de cette fondation HDBaseT dont fait partie Bluestream, mais également toutes sortes de produits de différentes marques.
Donc, c'est là que tel ou tel fabricant a décidé de mettre tel ou tel produit pour qu'ensuite, cette organisation HDBaseT vienne à dire d'une manière plus officielle, effectivement, cette fonctionnalité d'envoyer de l'alimentation électrique sur l'HDBaseT ou cette fonctionnalité d'envoyer du signal de contrôle ou cette fonctionnalité X est bien supportée suivant ce qu'on nous, on donne comme base HDBaseT. Donc, c'est là qu'ils le valident. Ils apportent donc une sorte de garantie. Et en fonction de si ceci a été validé, garanti sur tel produit, il serait donc compatible avec un autre produit pour qui on aurait validé les mêmes fonctions. Chez Bluestream, on n'a aucun produit mis en ligne dans le sens où, comme beaucoup d'autres fabricants, on se retrouve devant la même problématique où on est sur un site où ils demandent de payer beaucoup d'argent, énormément d'argent, pour chaque produit mis en ligne. Donc, vous le verrez bien, même des grandes, très grandes compagnies qui ont beaucoup de budget n'ont pas forcément tous leurs produits mis en ligne. Vous verrez bien qu'il existe effectivement énormément, beaucoup plus de membres HDBaseT que de membres disposant de produits en ligne sur cette page web. Puisque, je le rappelle, il y a quand même tout un business économique derrière. D'un côté, on apporte une garantie aux utilisateurs, aux professionnels, mais de l'autre, c'est quand même entre guillemets, une machine à sous. Donc, l'HDBaseT, dans ce sens-là, c'est très bien, ça donne une garantie. D'un autre côté, il y a quand même un énorme intérêt économique. Donc, c'est encore une longue discussion, une longue conversation, un autre débat, un autre niveau. Donc, c'est pour ceci que la règle la plus basique, c'est déjà d'éviter de mélanger toutes sortes de produits HDBaseT, si possible. Nous contacter si vous avez un doute. Nous, de notre côté, donc avec Bluestream, tout est officiellement basé sur on va dire le standard HDBaseT, sauf l'alimentation électrique qui est une solution propre à nous. Donc, c'est propriétaire. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer un peu plus en détail à ce niveau-là. Mais si besoin est, vous nous contactez, on peut vous dire ce qu'on en pense au niveau de la compatibilité entre un produit de notre marque et d'autres, on va dire, d'autres marques. Voilà. Si vous avez plus de curiosité, je peux vous rappeler également par email où trouver cette page web et vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Voilà. Matrice HDMI, HDBaseT 4x4, 4K, 4 récepteurs donc de 70 mètres basiques. Pourquoi les récepteurs n'ont pas un link RJ45? Je ne sais pas ce à quoi vous faites référence. À partir du moment où on voit un connecteur RJ45 sur un produit HDBaseT de notre marque, là, il s'agit d'un connecteur HDBaseT, même si physiquement parlant, il va ressembler énormément à tout type de connecteur RJ45, on va dire, comme vous l'avez sur votre switch, etc. Si réellement, dans cette question, on fait référence à un connecteur réseau et non pas un connecteur type HDBaseT, on a quand même un produit qui permet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de distribuer de l'Ethernet sur le lien HDBaseT. Donc, on a par exemple, on a une matrice, une Platinium qui permet de recevoir de l'Ethernet. Donc, elle a un switch intégré qui va le redistribuer. Donc, il va redistribuer l'Ethernet sur toutes ces sorties HDBaseT. Une fois arrivé à chaque récepteur HDBaseT, c'est là que de l'autre côté, là où on vient connecter normalement notre téléviseur en HDMI, on retrouve également des ports de sortie RJ45 qui nous permettent donc de distribuer cette connexion Ethernet. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là qu'a été posée la question, mais voilà. Sinon, ne pas les confondre effectivement avec tous les autres connecteurs RJ45 qui sont en fait des chipsets HDBaseT. Voilà. Le connecteur est le même puisqu'on vient à connecter un câble réseau standard, normal, mais le chipset qui est derrière, c'est de type HDBaseT. Donc, pour tout ce que je viens d'expliquer concernant l'HDBaseT. Peut-être que, vu le type de question, il serait intéressant de faire un webinaire HDBaseT. C'est ce qu'on avait déjà donné dans le passé pour expliquer différentes technologies. Nous l'avons fait, par exemple, par rapport à l'HDMI, par rapport au 4K, par rapport à l'HDBaseT, le vidéo sur IP. Donc, peut-être que ce serait une bonne opportunité de revenir sur ces bases-là, réexpliquer quelles sont les différentes technologies et comment fonctionnent-elles avec différents chipsets, avec différents types de bandes passantes supportées, et plus de détails à apporter. Donc. Le récepteur permet de connecter qu'un appareil en HDMI, mais on ne peut pas répartir pour un écran plus loin. Permet de connecter.
Peut-être que vous faites appel ici à du daisy chaining en HDBaseT. Je vois une question textuellement. Le récepteur permet de connecter qu'un appareil en HDMI, mais on ne peut pas répartir pour un écran plus loin. Si si on fait référence à du daisy chaining peut-être, c'est ce qu'on fait par exemple en vidéo sur IP. On a un récepteur de vidéo sur IP qui dispose d'un second port LAN qui permet de reconnecter un autre récepteur vidéo sur IP derrière. Donc, c'est là qu'on vient à mettre en daisy chaining, c'est-à-dire en chaîne plusieurs récepteurs, comme vous l'avez par exemple en digital signage, comme dans un aéroport. Vous verrez une seule source d'information affichée, mais sur X moniteurs tous les X dizaines de mètres. Tous les 20 mètres, vous avez un écran qui vous rappelle quels sont les horaires des avions qui vont bientôt décoller. Et là, ce serait, on va dire, des récepteurs qui ont été daisy chain, c'est-à-dire qui ont été mis en chaîne les uns derrière les autres. Donc, ceci est faisable. Donc, nous, on le fait par exemple en vidéo sur IP. En HDBaseT, je crois que c'est possible par norme. Dans nos produits, nous, on ne le fait pas. Cependant, on a quand même, dans pas mal de petits produits, notamment par exemple les distributeurs HDBaseT, on a un second port loop-out HDMI. Donc, dans un premier temps, ça peut être par exemple, si on parle d'un distributeur HDBaseT, ce second port HDMI loop-out nous permet, au lieu d'aller voir à distance si le signal arrive sur tel ou tel écran ou quel est le type de signal qui a été envoyé, on peut d'une manière locale, en étant à côté donc, du distributeur, dans ce cas-là, voir de manière locale en ayant un moniteur connecté, donc un moniteur de preview connecté sur ce second port HDMI, on peut voir quel est le signal envoyé, mais également c'est grâce à ce second port HDMI qu'on peut venir connecter un autre distributeur. C'est-à-dire que là, au lieu de faire du daisy chaining de récepteurs, on va faire du daisy chaining de distributeurs. Bon, je ne sais pas si ça va bien dans le sens de votre question. Quel est le risque pour le matériel si on inverse LAN et HDBaseT? Je ne vois pas pour quelle raison on viendrait déjà inverser l'HDBaseT. D'habitude, quand on parle au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'envoyer de l'HDBaseT, effectivement, ça va dans un seul sens. C'est pour ça qu'on parle d'un émetteur et d'un récepteur. Je dis bien au jour d'aujourd'hui, car la nouvelle famille de chipsets HDBaseT va permettre d'avoir des chipsets HDBaseT qui vont faire les deux à la fois, émetteur comme récepteur. Mais ceci, c'est une petite parenthèse, on va la refermer. Au jour d'aujourd'hui, donc, on a toujours un émetteur, un récepteur. Donc, je ne vois pas comment on pourrait forcer un récepteur d'envoyer un signal HDBaseT à l'émetteur. Donc là, il n'y a pas de risque, on va dire. Par défaut, par design, le signal va toujours être envoyé de l'émetteur au récepteur. Ensuite, c'est vrai que quand on parle de sens inverse, on se réfère plutôt, par exemple, à des signaux de contrôle ou également l'alimentation électrique. On peut très bien alimenter depuis un émetteur HDBaseT un récepteur HDBaseT qui, lui, ne sera pas donc alimenté de manière locale en alimentation électrique, mais on peut le faire d'une manière inverse. C'est-à-dire, depuis le récepteur, on peut très bien alimenter l'émetteur. De même, on peut le faire par rapport à des signaux de contrôle. C'est pour ça qu'on parle souvent, on place ce terme technico-commercial pour dire que c'est bidirectionnel. On peut envoyer du signal RS232 dans les deux sens. On peut très bien, depuis du côté de la source, contrôler en RS232 un moniteur ou vice-versa, c'est-à-dire être à côté du moniteur et à travers du récepteur HDBaseT, envoyer un signal de contrôle RS232 pour qu'il ressorte, par exemple, au niveau de la matrice pour contrôler telle ou telle source. Généralement, ça se fait plutôt donc, de la matrice vers l'écran. Mais par exemple, par rapport à un niveau de contrôle infrarouge, c'est vrai que ça peut être fait souvent, des fois dans les deux sens. C'est-à-dire, depuis les sources, on vient à contrôler les écrans ou vice-versa, depuis les écrans, par signal infrarouge, au travers de ce lien HDBaseT, on peut venir contrôler les sources, par exemple, pour faire une pause, pour passer au chapitre suivant, etc. C'est vrai que ce n'est pas évident dans ce sens-là de deviner un peu le fond de la question sur ce type de webinaire où on n'active pas le son de tous les participants parce que là, vous le savez bien, vous êtes quand même vous êtes beaucoup aujourd'hui à être sur ce même webinaire, donc ça risque d'être assez problématique si on vient activer le son pour tout le monde. Donc, on préfère cette manière-là, je suis désolé, par écrit, donc nous envoyer vos questions, ce qui n'est pas toujours facile de deviner toujours tout le contexte derrière chaque question. S'il y a besoin de plus y revenir, etc., donc je le répète, vous pouvez m'écrire sur stéphane@bluestream.co.uk. J'essaierai d'y vous répondre donc, avec le niveau d'information que j'ai.
donc on est toujours disponible, il n'y a pas de problème. Ah oui, là j'étais sur le chat, je vois qu'il y a pas mal d'autres questions sur la fonction de question. Là on retrouve certaines mêmes questions. Modèle d'outil de test indiquant la résolution plus bande passante. OK. Normalement, j'aurai tout un petit résumé de toutes les questions, de tout ce qui a été évoqué sur le chat. J'essaierai d'y revenir. Si j'en oublie quelques-uns, n'hésitez pas à m'écrire, hein. Peut-on mesurer la bande passante? Oui, en fait, sur les outils de testeurs, on vous donne souvent, enfin, tout dépend de quel testeur. C'est vrai que par exemple, il y a les testeurs HDBaseT qui, là, peuvent vous dire on va envoyer tel ou tel signal, donc du 4K en 60 images par seconde, 4 par 2 par 0, etc. Donc, c'est là, est-ce que c'est validé, pas validé? Donc, des fois, au lieu de dire bande passante, on parle plutôt d'une résolution avec une image, fréquence d'image par seconde, un chroma subsampling. Donc, c'est vrai. Après, nous-mêmes, on n'est pas fabricant de testeurs. Là, on apporte une introduction, on va dire, au monde de tout ce qui est testeur. Donc, pour ceci que en termes de discuter de ce produit que nous-mêmes, nous ne fabriquons pas, nous ne contrôlons pas, pour être sûr, on va dire, des informations qui vont vous être apportées, le mieux, c'est toujours de parler en direct au fabricant ou au revendeur. Lui est apte de vous dire effectivement quel point fort, quelle différence entre différents modèles, quel est le modèle qui pourrait le plus convenir à votre attente, etc. Voilà. Donc là, c'est dans ce qu'on place dans ce genre de webinaire en une demi-heure, c'est beaucoup d'informations et certaines informations nous correspondent directement pour nos produits ou certaines technologies. Après, quand on vient parler d'autres produits, donc là, effectivement, on n'est pas, on va dire, les meilleurs interlocuteurs, on va dire, si vous voulez vraiment un discours sans aucun doute et plus professionnel, plus enrichi, parlez donc directement à ceux qui le vendent, à ceux qui le supportent, à ceux qui le fabriquent. Mais on est là pour vous apporter effectivement une pincée d'informations, donc il n'y a pas de problème. À ceux à qui on me l'a demandé auparavant, je peux très bien partager donc les différents types de modèles que l'on recommande sur l'autre webinaire prévu donc sur les câbles CAT. C'est ce qu'on a en anglais et en espagnol. Donc là, pour tout ce qui est de date, c'est ce que je vois une question. On me demande quelle est la date sur le webinaire câble en anglais. Vous pouvez vous rediriger sur le site de bluestream.co.uk. Peut-être que je vais vous montrer tout simplement en partageant mon écran rapidement. Juste une petite seconde. Donc là, vous voyez, page web de bluestream.co.uk. Bon, par défaut, là, j'y suis déjà arrivé. Si vous arrivez, par exemple, sur le site, normalement, vous arrivez ici à l'entrée. Vous verrez que dans ce webinaire, vous allez avoir une information sur nos webinaires, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. Donc, on retrouve, je vais en profiter pour vous donner peut-être une autre information. Donc, on retrouve ce webinaire, je clique dessus. Donc là, effectivement, pour ce contexte un peu spécifique, beaucoup plus de webinars ont été prévus. Donc là, on retrouve des webinars type diagnostic, donc comme on vient de le voir sur l'HDBaseT, il existe également pour les vidéos sur EP. Celui-ci, c'est celui-ci auquel je faisais référence tout à l'heure, un webinar, donc un séminaire web prévu sur les câbles. Également, ici en anglais, on vous propose de savoir quels sont les pros et cons, c'est-à-dire les avantages et désavantages de les vidéos sur IP par rapport à l'HDBaseT. Le futur de l'HDBaseT, c'est ce qu'on vient de dire avec le nouveau chipset VS3000 qui, lui, permettra effectivement de faire à la fois sur le même chipset aussi bien émetteur que récepteur. Également, on parlera pour ce nouveau type de chipset de la distribution de signal non compressé allant jusqu'à 18 Go de bande passante. Le futur du HDMI, on peut parler de plus en plus de l'HDMI 2.1, donc bien au-delà des 18 Go supportés, mais qui va jusqu'à 48 Go, donc il y a beaucoup de choses à dire. Introduction à Dante, donc c'est ce qu'on va vous donner prochainement en français pour vous faire comprendre quelle est cette nouvelle technologie émergente, donc plutôt dans le cadre de la distribution de signaux audio. HDBaseT, c'est le séminaire web, on va dire, de base pour vous expliquer quelle est la technologie HDBaseT. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on peut distribuer donc bon nombre de signaux dans un seul même câble standard réseau et également sur de longues distances. C'est ça le principal avantage de l'HDBaseT. HDMI 2.0, revoir quelles sont les différentes spécifications, niveau de l'HDMI, etc.
Comment monter un système de vidéo sur IP? Ça, c'est très facile à faire. Vous pouvez le voir dans ce type de webinaire. Et également, les nouveaux produits que nous avons faits. Donc, c'était le premier séminaire web en français. Et là, vous retrouvez toutes les dates. Donc, vous voyez bien, tous les jours, il y a des séminaires web. Ici, c'est donc tout ce qui est en termes de séminaires web anglais. Ici, en espagnol, c'est ce qu'il nous reste à faire. En français, donc nous sommes aujourd'hui sur l'HDBST. La prochaine, dans une semaine, ça sera une introduction sur Dante. Une semaine après, ou 10 jours après, ça sera une introduction sur nos nouveaux produits. Donc, c'est là que ça peut être intéressant de suivre également pour savoir quelles sont toutes les différentes technologies qui peuvent être embarquées, on va dire, dans notre marque, du moins. Quelles spécificités on retrouve sur tel ou tel produit. Et on aura également le même type de séminaire web qu'aujourd'hui, cette fois-ci sur de la vidéo sur IP. Voilà. Donc là, c'est ce qui est pour les dates en français, les dates en espagnol et les dates en anglais. Donc tout ceci, vous le retrouvez sur le site de bluestream.co.uk. En même temps, c'est ce que j'allais vous dire, si vous avez le temps de vous former, de vous intéresser à telle ou telle technologie, je peux vous recommander de suivre l'université gratuite de Bluestream que l'on retrouve ici. C'est ce qu'on appelle en anglais l'Advanced Learning Portal. Donc, c'est ici où on vous parle des différentes technologies. Donc, on retrouve un cours en ligne. Vous pouvez le suivre par module. On traite l'HDMI, l'HDBaseT, le DTS Dolby, donc pour ce qui est des formats audio. On parle également du vidéo sur IP et d'autres ressources techniques qui peuvent vous être utiles donc, pour apprendre, si vous avez du temps, à investir ces semaines-ci. Je vais repasser sur la présentation. Voilà. Je vais faire le tour rapidement des questions. Je pense qu'on va en terminer là. Et puis, pour toutes vos autres questions, c'est ce que je reverrai par la suite, tout ce qui a été partagé sur le chat et les questions-réponses de ce logiciel. Et également, tout ce qui me sera envoyé sur mon email, stéphane@bluestream.co.uk. Donc, voilà. OK. Je pense avoir fait le tour grosso modo. N'hésitez pas à m'écrire. Également, de mon côté, j'essaierai de revoir tout ce qui a été demandé. Je fais un dernier petit check. OK, ben merci pour vos encouragements, vos remerciements. C'est vrai qu'on me dit, il y a une petite parenthèse là, on me dit, c'est dommage d'avoir attendu donc le Covid-19 pour qu'on comprenne tous ces points-là. En fait, c'est voilà, le principe de ces séminaires web, c'est un principe qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, que l'on communique également à tous nos distributeurs pour qu'ils puissent le communiquer à son tour, donc à leurs revendeurs professionnels, installateurs, intégrateurs, etc., tous leurs clients. Donc, c'est le principe est le suivant, c'est ce que j'ai expliqué. En une seule demi-heure, pouvoir donner une pincée d'information à tel ou tel professionnel de tout type. Hein. C'est vrai que des commerciaux peuvent nous suivre, des intégrateurs, des clients finaux, des revendeurs, des distributeurs. On a tout type de personnes qui suivent nos séminaires web. L'objectif principal, c'est de pouvoir, en une seule demi-heure, redonner soit un rafraîchissement d'idées, soit perfectionner sur tel ou tel détail, telle ou telle technologie, soit tout simplement en mode d'introduction, comme on va le faire la prochaine fois sur Dante. Donc, c'est vraiment placé dans un agenda très facilement, normalement, une demi-heure pour à suivre un webinaire. Donc, c'est un peu l'objectif de notre côté chez Bluestream de partager le niveau de connaissance que l'on a et également vous faire comprendre comment peuvent être utilisés tel ou tel produit ou telle technologie. Voilà. Donc, ça résumera un petit peu ce pourquoi qu'on fait des webinaires. Et effectivement, cette période un peu spéciale, on en fait beaucoup plus. Et on espère que cela répondra un peu à vos attentes et vous en profiterez donc pour en savoir beaucoup plus. Voilà, donc très bon vendredi de Pâques, bonne fête de Pâques, bon week-end et à très bientôt donc pour le prochain webinaire, comme on l'a vu, qui risque d'être donc l'introduction sur Dante. Voilà, je vous remercie à tous, très bonne fin de journée.